On commence par la laïcité, si vous le voulez bien. Gabriel Attal a dit des phrases assez importantes. Il pense que la laïcité est en danger. Elle est plus que jamais menacée dans notre pays. C'est aussi ce que pensent les Français. Plus de 8 Français sur 10, interrogés par l'Institut de sondage Odoxa, estiment que la laïcité est en danger dans notre pays. Explication Barbara Durand. C'est un chiffre sans appel. Interrogés sur la question de la laïcité, 78% des Français estiment qu'elle est en danger dans notre pays. Un avis partagé quelle que soit leur sensibilité politique. Dans le détail, 68% des sympathisants de la France insoumise l'estiment en danger, 68% aussi pour le Parti socialiste, 79% pour les Républicains, contre 86 et 89% pour les sympathisants Renaissance et du Rassemblement national. Si une majorité des Français considèrent que la laïcité est bien respectée à l'hôpital et dans les services administratifs, 56% jugent qu'elle ne l'est pas au sein des établissements scolaires. Les Français, qui sont également 82% à soutenir la loi interdisant le port de signes religieux à l'école. Pour Kevin Bossuet, professeur d'histoire, l'école justement est aujourd'hui le lieu qui concentre les attaques faites à la laïcité. Tout l'ensemble du corps professoral rencontre de plus en plus de problèmes pour appliquer la laïcité. Il y a certains élèves, par exemple, qui refusent d'assister à certains cours parce qu'ils estiment que ces cours ne correspondent pas à leur sensibilité religieuse, ou certains élèves qui, parfois, essayent d'entrer dans les établissements scolaires avec une tenue religieuse. C'est avec la religion musulmane que les Français se montrent le plus sévères. 73% d'entre eux estiment qu'elle ne respecte pas le principe de la laïcité, contre 33% pour la religion juive et 19% pour la religion catholique. Voilà pour les chiffres et l'inquiétude des Français. Didier Lemaire, je le disais, vous êtes professeur de philosophie. Vous aussi, vous pensez que la République est testée régulièrement et que les profs sont très seuls en première ligne? Oui, ils sont seuls parce que aussitôt que vous alertez, vous êtes vous-même mis au banc, traité comme un paria, et vous devenez une cible pour les islamistes. J'en ai fait l'expérience et j'ai dû renoncer à mon métier. Oui. C'est ça. Et vous avez été seul en première ligne? Personne ne nous a soutenus? Le rectorat, l'académie? Non, pas à ce moment-là, d'ailleurs. Bon. J'étais très seul, oui. Donc les Français sont assez lucides en réalité, Rachel Kahn. Ils comprennent bien que la laïcité est testée et que voilà, il faut ne rien transiger là-dessus. Exactement, puis ils comprennent bien aussi que différents sujets, par exemple, évidemment le wokisme, mais aussi le néo-féminisme, sont le cheval de Troie pour entacher cette laïcité. Et puis moi, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est qu'on a eu quand même Charlie Hebdo, qui est quand même le symbole de l'atteinte à la laïcité et à la liberté d'expression, qu'on a eu évidemment ces professeurs qui ont été tués, ces attentats, des professeurs menacés, des professeurs qui vont à l'école avec la boule au ventre, mais aussi des artistes qui n'arrivent plus à s'exprimer en liberté, ce qui peut se passer dans les universités, etc. Qu'on a eu aussi un très beau discours des Mureaux en 2022. Du président Macron. Qu'on a eu la loi contre le séparatisme. Enfin, c'est-à-dire que sur l'état des lieux, on sait très bien, mais le pas de vague, il est là. Il est là et personne ne bouge, tout le monde fait silence, tout le monde est intimidé par justement ces mots qui nous tuent. On nous dit, lorsque vous croyez en la laïcité, qui est aujourd'hui un combat, vous êtes d'extrême droite ou islamophobe et j'en passe. C'est ça. Non, mais c'est les automatismes, Jean-Sébastien Ferjou. Vous êtes tout de suite catalogué, alors que non, c'est juste la République en fait. Oui, bien sûr, parce que même parfois dénoncer l'antisémitisme dans certains quartiers vous vaut des accusations d'islamophobie, comme si c'était la question qui se posait, ce qui est d'ailleurs en soi très méprisant vis-à-vis des musulmans, comme si nécessairement, parce qu'on est musulman, on ne pouvait être que antisémite. Donc, moi, je crois que ce qui s'est beaucoup joué, et de ce point de vue-là, les 2 mandats d'Emmanuel Macron resteront comme un grand moment raté, parce qu'on voit que l'histoire des atteintes à la laïcité ne cesse de se dégrader, alors qu'une attitude ferme et surtout une attitude constante, parce que oui, il y a eu le discours des Mureaux, mais il y a aussi le fait de choisir Pap Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale, ou le fait maintenant de choisir Madame Belloubet. Madame Belloubet qui, quand même, souvenons-nous-en, l'actuelle ministre de l'Éducation nationale, quand la jeune Mila avait été mise en cause, menacée de mort, justement, par des islamistes sur les réseaux sociaux aussi, avait considéré que finalement, elle s'était livrée à une espèce de délit ou de crime de blasphème. Donc je pense que le fait d'entretenir dans le pays cette
inconstance permanente et donc le doute, ce qui fait que les professeurs qui se battent, eux, sur le terrain de la laïcité, ne se sentent pas soutenus parce qu'un jour, ils ont un ministre qui va être très déterminé, comme Jean-Michel Blanquer, et le lendemain, ils en ont un qui pourrait leur reprocher finalement ce qu'ils font, sans parler, parce que c'est une réalité aussi, de l'entrisme dans les rangs même de l'éducation nationale. Il y a une stratégie concertée, justement, parfois dans certaines inspections. Il y a eu aussi, parce que on manque beaucoup de professeurs, donc tous les professeurs ne sont pas recrutés sur concours, il y a un certain nombre de contractuels. On est très peu exigeant sur la qualité du corps professoral. Alors ça reste fort heureusement extrêmement minoritaire, mais il suffit que ça existe pour que dans une salle des profs, il y a beaucoup de gens, beaucoup de professeurs, quand vous leur en parlez, ils disent mais je n'exprime même plus mes opinions. On a un auprès de mes professeur sur le collègues. plateau, Didier Lemaire. Vous voyez l'inquiétude des Français. Ils disent 8 sur 10 disent que la laïcité est en danger. Ça vous rassure au moins qu'il y ait cette lucidité-là ? Oui, je pense que les Français sont conscients de ces menaces qui pèsent sur les enseignants et sur la dégradation du service public qu'est l'école. Je voudrais tout de même préciser une chose. Il y a une pression très forte qui s'exerce contre les enseignants, mais il y a aussi une part de la responsabilité de l'institution qui ne fait pas respecter ce cadre. Et ce cadre, c'est un cadre qui permet à chacun d'oublier ses origines, de venir s'instruire et apprendre finalement ce que c'est concrètement la liberté de penser. Or, l'assignation identitaire, la réduction par les signes à une appartenance à un groupe, c'est une contestation de ce principe d'égalité et de liberté. Et l'école, et là je parle maintenant de l'institution aussi bien à tous les niveaux, au niveau ministériel qu'au niveau des enseignants, l'école a renoncé à sa mission principale, qui est celle de transmettre cet héritage humaniste, de transmettre une culture, une langue commune, et elle ne fait plus qu'un enseignement qui a un caractère technique et qui a perdu tout sens. Et c'est en raison de cette démission finalement de l'institution que la fracture de l'école, qui est aussi une fracture de la nation, est possible. Et vous êtes professeur de philosophie. Rapidement, Céline Pina, sur cette question de laïcité centrale. Moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus coûteux ? Est-ce qu'il est plus coûteux d'être islamiste ou est-ce qu'il est plus coûteux de défendre la laïcité ? Si vous défendez la laïcité, vous risquez d'être menacé de mort. Si les menaces sont trop importantes, vous risquez d'être sous protection. Mais en plus, vous risquez l'opprobre social. On va vous dire, mais en fait, ce qui vous arrive, c'est parce que dans le fond, vous êtes d'extrême droite, c'est parce que dans le fond... Et quand on vous dit d'extrême droite, on vous dit, vous êtes une fasciste qui sait bien se présenter. Donc, les accusations sont violentes. La manière dont on vous réduit à quelque chose de repoussant et violent, vous êtes menacé de mort et finalement, je rappelle juste qu'en général, les fascistes ont très rarement été menacés de mort. C'était eux plutôt qui menaçaient et qui tuaient les autres. Et en face, si vous êtes islamiste, à moins d'être vraiment pas malin comme Iqiyoussen, franchement, vous êtes heureux comme Dieu en France, comme on dit. C'est-à-dire que le pire, c'est d'entendre, vous pouvez entendre des fois des Marocains et des Algériens qui vous regardent et qui vous disent « Mais comment est-ce que vous pouvez vous laisser aller à ce point ?» Même chez nous, on ne permettrait pas que quelqu'un exprime sa religion de cette manière-là. Et ils sont extrêmement surpris. Et les premiers à nous dire « Mais regardez ce qui s'est passé en Algérie, ça peut recommencer. » Et d'ailleurs, regardez, en Algérie, finalement, on s'en est pas sorti. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue à évoquer ces questions d'éducation à la lumière de ce qui se passe à Sciences Po Paris, le temple normalement de l'éducation et de la formation des élites. Gabriel Attal a été à nouveau extrêmement ferme et a demandé des sanctions exemplaires après ce qui s'est passé. Oui. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler dans un instant de la situation en Ukraine et de ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir à 20h, puisqu'il va parler de l'aide que nous pouvons apporter à l'Ukraine. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parte devant Sciences Po à Paris, puisque une manifestation a été interdite ce soir par la préfecture de police de Paris en soutien aux étudiants qui avaient organisé une mobilisation pro-palestinienne dans un amphithéâtre de l'école. Sur place, on est avec Maxime Leguet et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Quelle est l'ambiance sur place ? Il y a de la tension, il y a des forces de police qui sont déployées autour de vous, Maxime ?
Oui, bonsoir Laurence. Écoutez, pour l'instant, la situation est assez calme ici devant l'établissement de Sciences Po Paris, avec, comme vous pouvez le voir sur ces images de Jean-Laurent Constantini, des forces de l'ordre qui sont venues boucler la zone aux deux extrémités de la rue Saint-Guillaume dans le 6e arrondissement pour empêcher la tenue de cette manifestation pro-palestinienne devant l'école, qui est d'ailleurs fermée pour éviter tout risque. Un rassemblement à l'initiative du collectif Urgence Palestine, vous l'avez dit, qui a été interdit par la préfecture de police de Paris, qui a indiqué un contexte de forte tension susceptible de générer des troubles à l'ordre public. Alors il est vrai que Sciences Po est au cœur de la polémique et le lieu de controverse ces derniers jours. Nous avons essayé d'échanger avec des responsables de l'établissement qui ne souhaitent pas s'exprimer. Ils préfèrent faire profil bas. Et puis les étudiants avec qui nous avons discuté aux alentours de l'établissement et que vous pouvez voir qui sont là de part et d'autre, nous ont confirmé ce climat de haute tension. Ils nous disent effectivement que l'atmosphère est très très pesante, me confiait l'un d'entre eux depuis mardi, depuis quelques jours maintenant. Voilà ce que l'on peut dire ici, rue Saint-Guillaume, dans le 6e arrondissement, devant Sciences Po Paris. Merci Maxime Leguet et Jean-Laurent Constantini. Effectivement, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, il y a plus de policiers en tenue que d'étudiants. On va écouter juste Gabriel Attal et je vous passe la parole là-dessus, monsieur le maire, parce que évidemment, tout est lié. Et là, on parle aussi d'éducation. Et on parle d'autres formes d'atteinte à l'enseignement qui doit être dispensé dans ce type d'établissement. Écoutons juste Gabriel Attal, extrêmement ferme. Aujourd'hui encore, il était en déplacement à Chartres. On ne veut pas que Sciences Po ou que toute autre école ou université devienne la voie d'eau de l'arrivée de cette pensée et finalement de ces actions et de ces initiatives visant à refuser qu'un débat démocratique puisse se tenir. C'est pas besoin que je le dise moi, ça a été dit par beaucoup ces dernières années. Beaucoup disent on ne peut plus organiser un débat démocratique public à Sciences Po sans avoir à prévenir la préfecture de police avant et à faire venir des forces de sécurité. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Didier Lemaire, professeur de philosophie, ce qui se passe à Sciences Po est inacceptable. Ce qui s'est passé dans cet amphithéâtre, rebaptisé Gaza, cette étudiante juive qu'on a sortie en disant tu es sioniste, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable et c'est le reflet aussi de ce qui nous arrive dans les universités, le recul de la liberté académique. C'est un phénomène extrêmement grave. Et d'autre part, je pense que c'est le reflet aussi d'une situation générale des classes intellectuelles en France qui, étant gagnée par ce qu'on pourrait appeler la mauvaise conscience, préfèrent finalement la croyance au bien plutôt que la recherche de la vérité. Et donc, cette recherche de la vérité, elle passe par l'exercice du doute et du dialogue avec les autres. Et ce dialogue, on voit qu'il n'est pas possible que règne dans cette institution un manichéisme tout de même extraordinaire et qui n'a plus rien à voir avec un lieu de savoir. Bien sûr. Rachel Kahn, ce qui s'est passé à Sciences Po va être investigué par la justice, parce qu'il y a une procédure qui a été enclenchée. Il va y avoir une nouvelle direction. Et il faut que des garde-fous soient posés. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, avec un antisionisme ou un antisémitisme, soyons très clairs, qui se développe. Oui, alors effectivement, une enquête est en cours, mais j'aimerais bien avoir une pensée pour cette jeune femme, et puis aussi sa famille, et puis l'ensemble aussi des étudiants qui, depuis le 7 octobre, vivent des choses dans certaines facs qui sont juste inacceptables. Parce que on parlait tout à l'heure de l'escalade, mais l'escalade, elle est bien réelle. Enfin, il y a eu déjà un climat qui a été initié par les associations aussi, pas que dans les facs, les associations culturelles, les associations sportives, qui a imbibé la société. Et ensuite, les ricanements, le 7 octobre, le négationnisme, le révisionnisme, on gomme certains citoyens, et notamment ces jeunes citoyens juifs, on les gomme pour en faire des citoyens clandestin. Alors, donc, il faut que ça s'arrête, effectivement. Mathilde Panot estime que c'est faux. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, estime que c'est une polémique montée de toutes pièces, que ses propos à caractère antisémite n'ont jamais été prononcés, jamais même été entendus par la principale intéressée. L'investigation est en cours, effectivement, Rachel Kahn. L'investigation est en cours, mais tout de suite, faire un tweet, un X, pour décrédibiliser la parole d'une étudiante, alors même qu'on connaît le climat, qu'on a les chiffres, que l'association des jeunes juifs étudiants s'est mobilisée, a pris la parole, et justement, parce qu'il y a présomption d'innocence, avoir une parole de responsable politique,
Elle dit ramassis de mensonges, ramassis de menteurs. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes méthodes aussi. C'est la méthode. Alors de toute façon, il y a plusieurs mots. Déjà par rapport à Israël, c'est apartheid, génocide, colonie. Et pour la France insoumise, c'est islamophobie, la victimisation en permanence et de se porter en tant que victime. Parce que voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler les jeunes en se victimisant et finalement en étant dans une vindicte permanente. Et la vindicte, c'est l'inverse de la laïcité, c'est l'inverse de la fraternité. Oui, Dragnel, faut ajouter quelque chose. Sur la France insoumise, je pense qu'en fait, il y a un jeu aussi qui est très cynique. Tout ça est voulu, tout ça est souhaité. Et le fait qu'on en parle les arrange très bien parce que ça les fait monter, ça relaie leur message. Et disons-le, c'est désespérant. Mais il y a un électorat qui est très sensible à ces messages-là. Donc, ils sont en train de réassurer leur électorat. Ils sont en train d'essayer aussi de convaincre plus d'électeurs de voter pour eux avec ces messages-là. Et donc c'est ça qui est un peu terrible parce que à chaque fois ils se jettent en fait aussi sur n'importe quel événement, tout est prétexte, soit pour dire non on n'est surtout pas antisémite, tout en participant, tout en organisant les manifestations qui font la promotion de tout ça. Moi je pense que s'agissant uniquement de Sciences Po, ça fait des années maintenant qu'on pointe les dérives, qu'on a des petites alertes. Je pense qu'il faut tout remettre à plat et on est à l'heure des commissions d'enquête parlementaire à foison, mais là profitons-en, il y en a plein qui n'ont aucun intérêt, mais celle-là peut avoir un grand intérêt puisque, vous l'avez dit, c'est le laboratoire de formation des élites de la nation. Plus que jamais, je pense qu'il faudrait qu'on sache réellement ce qui est enseigné et pas uniquement le contenu des TD. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est aussi toute l'activité intellectuelle autour de l'établissement. Et ce qui me choque, et je termine simplement d'un mot là-dessus, il a fallu attendre le déplacement de Gabriel Attal hier pour qu'un article 40 soit déclenché pour que la justice s'intéresse à ce qui s'est passé à l'intérieur des murs de Sciences Po. Et en fait, je me dis, sans Gabriel Attal, sans cette action, c'est-à-dire que la direction d'elle-même, même si le directeur est en train de partir, mais la direction d'elle-même aurait dû se saisir des faits. Et moi, ce que j'attends simplement aussi, c'est qu'il faut envoyer... On parle tout le temps d'autorité, de retour de l'autorité, d'expliquer ce qui peut être admis ou pas dans le pays. Eh bien, je pense qu'il faut que des élèves soient exclus. Rapidement, Jean-Sébastien Ferjou, oui, et on verra si la justice... Regardez la mécanique intellectuelle qui est à l'œuvre. Quand on relit Stefan Zweig et qui raconte les années 30, la mécanique, comment les fascismes se sont installés, que font les insoumis si ce n'est de reprendre exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire la mesquinerie, l'intimidation, le fait de hausser le coût social de la prise de parole, parce que c'est ça qu'ils font. Ils se fichent de l'opprobre en quelque sorte. Ils sont en permanence dans la conflictualisation, dans le mensonge, dans le déni, en train de jouer sur les mots, alors qu'il y a un certain nombre d'enseignants de Sciences Po, Corinne Lepage par exemple, dont il se trouve qu'elle était en train de donner un cours à Sciences Po hier au même moment, a confirmé les faits en parlant d'intrusions extrêmement violentes dans chacune des salles de classe. Rien de tout ça les intéresse parce qu'en réalité, ils sont exactement dans la même stratégie intellectuelle que ce qui a amené les fascistes au pouvoir, dont il faut rappeler qu'ils n'ont jamais été des majorités dans aucun pays. Ils n'étaient pas la majorité en Allemagne, ils n'étaient pas la majorité en Italie. Il leur suffisait de parvenir à faire taire la majorité. Allez, on va avancer. Céline, je sais que vous voulez vous exprimer. Alors rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de l'Ukraine avec le général Clermont. Non, j'allais dire, c'est un truc à deux niveaux. C'est-à-dire que la victimisation permet de radicaliser vos soldats, entre guillemets. Et ils ont peur, ils se sentent menacés. Donc, ils vont passer à l'acte, et ils vont passer à l'acte violent très, très vite. Et ensuite, la déshumanisation leur donne des cibles qu'ils ont le droit de taper et d'agresser parce que ce sont des méchants et que faisant cela, ils ramènent le bien dans le monde. Donc, on est dans une forme de folie qui est extrêmement dangereuse et toujours oublier que les fascistes ont toujours commencé par se victimiser et que Hitler a toujours expliqué que les Juifs l'opprimaient en Allemagne, ce qui n'avait rien de vrai.